Bonjour à tous, oui, donc alors je suis un spécialiste de la méthanisation, mais plutôt en élevage, pas dans l'industrie aval. Alors heureusement, j'ai bénéficié des compétences de Christophe et Patrick pour recueillir des références techniques pour l'appliquer, pour voir ce que ça peut donner. Je ferai donc en fin de topo, hein, donc des simulations de puissance envisageables pour un abattoir. Alors, c'est peut-être pas, donc tout le monde ne connaît peut-être pas la méthanisation, donc quelques principes de base. Vous avez ici sur la partie schématique de gauche les différentes réactions. Donc, ce sont des réactions bactériennes qui vont transformer donc, de la matière organique. Donc, on part du bas pour arriver vers le haut. En biogaz, le biogaz qui est constitué de 60% de méthane environ et 40% de CO2. Voilà, donc il y a différentes étapes alors, qui se déroulent à des vitesses différentes et c'est pas sans conséquence, on verra après. Hein, donc on a en abattoir par exemple des déchets graisseux qui sont très, très intéressants. Par contre, si on en met trop, la réaction peut s'emballer. L'hydrolyse et l'acidogénèse c'est arrivé très très vite. On a une concentration d'acide gras volatile, ça peut bloquer la méthanisation. On va y revenir. Alors, vous avez ici donc un schéma de principe extrêmement général. Donc, ça se passe en anaérobiose. Donc, c'est un milieu, il faut que le milieu soit clos, donc privé d'oxygène. Dans un digesteur, on a le plus souvent un gazomètre. C'est la poche que l'on a au-dessus du liquide. Alors, on aura uniquement quelques heures de capacité de stockage. C'est pratiquement à pression ambiante. Et la question souvent, l'inquiétude, c'est quand on a une installation de méthanisation, est-ce qu'il y a des risques d'explosion? Eh bien, pas vraiment. Hein. Moi, j'ai vu une vidéo survenue dans un accident par une vidéosurveillance. Hein. Donc, c'était des ouvriers qui intervenaient sur un méthaniseur. En fait, on a une grande flamme, mais comme du coup, c'est pas en milieu, donc c'est pas hermétiquement cloué de manière très solide. C'est une grande flamme et puis ça va pas plus loin. Il n'y a pas de déflagration. Voilà. Donc, on a un système d'introduction de matière organique solide, liquide. Alors, donc en abattoir, vu les quantités d'eau que j'ai entendues ce matin, on sera plutôt en phase liquide, si j'ai bien compris. Un dispositif de valorisation de l'énergie. Et puis après, donc selon ce dispositif, là c'est un cogénérateur, on va envoyer l'électricité sur les réseaux EDF pour le vendre, mais on peut envisager de l'autoconsommation, donc si c'est une chaudière, et notamment là, on aura une autoconsommation d'eau chaude. Alors, la méthanisation, donc on a de multiples modèles qui se distinguent par le statut juridique. La conséquence, elle est que selon le type d'énergie que l'on va produire, on aura des tarifs de rachat de l'énergie qui sera différent, selon qu'on soit en agricole ou en milieu industriel. C'est également la taille. Donc, on a des toutes petites unités de méthanisation. Donc, vous avez des exemples là en haut. Ce sont des simples couvertures de collecte de biogaz. Donc, voilà. Alors, pour toutes les unités d'industrie aval, il y aura des tailles qui seront complètement adaptées donc, au potentiel de l'entreprise. Et puis, alors, de ces petites tailles, alors, il y a tous les intermédiaires possibles. On est en dessous, là, sur des tailles de type industriel. On a Geotexia qui utilise donc des lisiers de porc, mais également des déchets des industries agroalimentaires. Donc, c'est dans les Côtes d'Armor. Et BioEmeraude Energy. Donc là, on a donc des fesses de porc et des eaux grasses donc sur le site de la Copperle à Lamballe. Voilà. Donc, on peut être en phase liquide, en phase solide. Je ne le présente pas donc en France. D'une manière générale, en Europe, c'est de la méthanisation en phase liquide qui fonctionne le mieux. En phase solide, il y a eu souvent des problèmes de fuite. Enfin, c'est pas évident à gérer. En phase continue, discontinue, je passe le mode de valorisation de l'énergie. Je vais en parler juste après. Et puis, l'autonomie en intrants. Alors ça, c'est important. Dans le milieu agricole, ça fait débat parce qu'il y a des unités qui fonctionnent en autonomie complète
Donc c'est extrêmement sécurisant pour faire fonctionner donc l'unité dans le temps. Il y a des marchés, des contrats qui sont plutôt de court terme. Et si on perd un marché, effectivement, donc l'outil ne peut pas fonctionner, donc on perd des recettes. Là, alors on a tous les intermédiaires possibles. On peut imaginer effectivement donc pour avoir des puissances supplémentaires, faire venir des intrants provenant d'ailleurs. Dans le mode de valorisation de l'énergie, on peut être soit en chaudière. C'est notamment s'il y a des besoins donc thermiques extrêmement élevés, on va vraiment privilégier donc la production d'eau chaude que l'on va chercher autoconsommer sur le site. Si on a des besoins thermiques qui sont plutôt modérés et on a beaucoup de déchets organiques, on peut être en cogénération. Donc là, on va produire et de l'électricité que l'on va plutôt, vu les tarifs actuels, donc vendre et demain, pourquoi pas, autoconsommer, et de la production d'eau chaude pour refroidir le moteur que l'on va pouvoir, il y a beaucoup d'usages donc dans le milieu industriel pour ça. Et l'injection, donc si on a peu ou pas de besoins thermiques et des gisements de déchets qui sont très importants, donc là le ticket d'entrée quand même en termes d'investissement est quand même beaucoup plus élevé, on va plutôt s'orienter vers de l'injection. Alors l'exemple que j'ai cité précédemment de bioémeraude d'énergie à la Copperle, c'est un peu un contre-exemple, parce que le site de la Copperle a besoin de beaucoup d'énergie thermique, et ils sont pourtant partis sur de l'injection, et parce qu'ils avaient des sources de production de chaleur donc déjà existantes, et ils ont bénéficié des tarifs d'achat du méthane qui étaient extrêmement intéressants. Donc bon, voilà, c'était une opération donc économique qui avait du sens. Dans l'industrie aval, là je passe rapidement, donc c'est des références de besoins thermiques en gaz sous forme d'eau chaude qui ont été donc citées par les collègues ce matin. Donc il y a des besoins qui sont là. Ça fait partie des atouts de l'industrie porcine, notamment donc l'abattoir et puis l'industrie de transformation. Autre atout de l'industrie porcine, c'est les déchets qui ont un potentiel méthanogène certain. Là, j'ai mis un schéma, j'avais fait une enquête il y a quelques années donc en abattoir porcin sur les déchets qui sont produits donc après l'abattoir. Donc il y en a donc un certain nombre, c'est un peu petit, c'est représenté par les déchets de lavage de l'abattoir, le lisier des parcs d'attente, les issues de lavage des camions. Et puis, donc, il y a toute une série de traitements. Donc, séparation de phase, dégraissage, traitement biologique par bois activé, reséparation de phase. Alors, les termes peuvent différer selon les personnes à qui on s'adresse. Souvent, on va parler d'épaississement des bouts. Pour ceux qui travaillent dans le milieu, ça peut plus leur parler que de la séparation de phase. Ça génère un certain nombre de déchets. Donc on ne parle pas du refus de dégrillage qui là qui va partir en incinération. Par contre après on a le refus de dégrillage, donc avec un potentiel méthanogène et des ratios de production que vous avez là, des graisses de flottation, comme son nom l'indique, des graisses, c'est très méthanogène. Et en fait c'est très variable en termes de potentiel méthanogène. Ça dépend vraiment du process et du taux de la quantité d'eau, du taux de dilution de ces produits. Le traitement biologique, alors, va générer après des bouts, après épaississement. Eux-mêmes ont un certain potentiel méthanogène, mais qui ne sera pas super intéressant dans le sens où le traitement biologique par bout activé a tendance à casser du carbone. On fait de la dégradation aérobie. Donc le carbone fermenté cible qui serait parti, qui serait utilisé en méthanisation, donc là est dégradé par le traitement biologique. Donc, alors cela dit, premier cas de figure, on est sur une filière de traitement de cette nature. On pourrait imaginer que ces produits qui là partent en compostage, par exemple, aillent dans une filière de méthanisation sur un autre site ou en regroupement avec d'autres déchets, pourquoi pas. Donc je vais vous proposer tout à l'heure une simulation donc, avec ces différents produits. Ou alors, il est décidé de mettre en place une unité de méthanisation sur site. Ce qui est intéressant, c'est que là, à ce moment-là, il faut absolument châter la partie traitement biologique par bout activé parce que le carbone, il part à ce moment-là. C'est de faire donc de la méthanisation sur des effluents plutôt bruts après le dégrillage. Alors là, c'est très schématique. En fait, ça serait un peu plus compliqué parce que
bon, j'ai vu, c'est donc le diaporama d'Étienne qui me fait penser, où j'étais, effectivement, ça m'a rappelé la quantité d'eau qu'il y a. Euh, c'est un volume, des volumes énormes. Donc, en termes de réacteurs, ça serait des tailles assez conséquentes. Donc, il faudrait imaginer euh, faire une décantation, faire un dégraissage, mais réintroduire les graisses quand même. Donc, voilà, ça serait un peu plus compliqué que tel que présenté sur le schéma. Mais toujours est-il que je vais vous présenter donc une simulation également dans ce cas. Alors, il y a des atouts. Donc, on a vu hein, donc l'énergie, les besoins énergétiques, pardon, les déchets. Par contre, il y a des contraintes. Donc, je passe rapidement sur la réglementation des sous-produits animaux. Normalement, donc au-delà des C1 qui sont interdits, donc les C2 et les C3 pourraient rentrer en méthanisation après donc stérilisation sous pression et pasteurisation. Donc, il y a un certain nombre de dérogations, notamment les matières starcomer, les lisiers. Donc, voilà, donc c'est une contrainte hein, dont il faut tenir compte. Que faire du digestat? Donc, la méthanisation donc, procure un abattement très important sur la BCO, mais par contre, les éléments comme l'azote, le phosphore, le potassium restent donc à 100%. Hein, donc, sur 100 kg qui rentrent, il y en a 100 kg à sortir. Donc, il faudra traiter le digestat. Et ça, donc, l'IFIP, on a fait une brochure donc, en 2017 hein, qui est sur Internet. Hein, vous pouvez donc aller voir toutes les techniques hein, alors, qui ont été faites hein, pour de la méthanisation en milieu agricole, mais c'est exactement la même chose. Hein, on trouve toujours les mêmes procédés de traitement. Voilà. Alors, d'autres éléments à prendre en compte. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc, la méthanisation, ça marche pas, c'est pas automatique. Ce qui rentre, c'est des différentes populations bactériennes. Donc, il faut faire attention à certains excès des graisses, risque de production d'acidification du milieu avec des acides gras volatiles. Donc, c'est très tentant d'en mettre, mais ça devient donc la machine peut s'emballer. L'ammoniac libre, c'est toxique. Or, en abattoir, on a beaucoup de produits carnés qui présentent un certain potentiel méthanogène, mais c'est un inhibiteur de la méthanisation. Donc, au-delà de 5-6 kilotonnes d'intrants d'azote en intrants, on peut avoir un peu trop d'ammoniac. Alors, il y a des méthaniseurs qui fonctionnent à des concentrations en ammoniac assez élevées. Il y a une certaine accoutumance des bactéries, mais voilà, il y a un équilibre qui est à trouver dans ce sens. La méthanisation, globalement en France, agricole, est largement favorisée. Dans les tarifs d'achat de l'énergie, notamment en cogénération, il y a jusqu'à 5 centimes d'euros par kilowattheure qui sont donc attribués lorsqu'on vend de l'électricité avec des primes aux effluents d'élevage. Dans le milieu industriel, il n'y en a pas. Voilà, c'est pour ça qu'en France, on a 1200 unités de méthanisation donc en fonctionnement. 90%, c'est de l'agricole. Voilà. Donc un scénario, deux scénarios pour un abattoir de 1 million de porcs abattus par an. Premier cas de figure, donc on réutilise les déchets que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Ça part sur un autre site. Alors attention à la distance, hein, il ne s'agit pas d'envoyer sur 50 km. On perd tout le bénéfice environnemental et économique, bien sûr. Donc, après, tout va dépendre, la distance, ça se calcule, hein, tout va dépendre de la densité énergétique des déchets. Et puis, donc, dans le scénario 2, donc, on fait un chantage, hein, donc, on fait donc, sur les effluents bruts de la méthanisation. Et donc là, je suis reparti sur un certain nombre de références hein, donc, qui m'ont été transmises par mes collègues. Avec 3 modes de valorisation du biogaz, vous les avez ici en colonne. La chaudière, cogénération, injection du biométhane. Alors, dans le cas numéro 1, donc avec le scénario, donc on a donc les déchets bruts qui sont produits. Hein, donc là, c'est des graisses de flottation. Donc uniquement graisses de flottation, refus de tamis et les boues biologiques et PCI. À ce moment-là, donc on arrive à une chaudière, donc pour 1 million de porcs abattus par an, donc une chaudière de 330 kW thermique, ou un cogénérateur de 160 kW électrique installé, ou
Alors, donc l'unité, donc quand on fait de l'injection, il est différent, c'est des normomètres cubes par heure. Donc, à savoir que quand on veut passer de l'un à l'autre, il y a un facteur 4 qui permet de passer rapidement de l'un à l'autre, 40 normomètres cubes heure. Là, il faut savoir que là, en injection, c'est généralement considéré comme le seuil de rentabilité. C'est 50-60 normomètres cubes. Actuellement, c'est le seuil de rentabilité pour votre en injection. Dans les besoins énergétiques, alors je suis parti sur les 26 kWh par port abattu, mais j'ai vu que ça pouvait descendre à 18, hein, donc évidemment le pourcentage sera un peu plus élevé. Là, ça fait donc 11, et alors là, 11 si on est en chaudière exclusive, donc on produit que de l'eau chaude, hein. On n'a pas d'autre énergie, donc c'est un peu plus de 10%. On monte à 15% si on est sur une base de 18 kWh par port abattu. 6 si on est donc avec un cogénérateur, on produit simultanément de l'électricité et de la chaleur. Et si on est dans ces deux cas de figure, donc par contre on peut revendre de l'énergie, donc soit sur le réseau de gaz naturel, soit sur le réseau donc EDF, ce qui génère un chiffre d'affaires de cet ordre-là. Dans le deuxième cas de figure, et bien du coup, effectivement, donc on conserve toute l'énergie qui aurait été battue par le traitement biologique par bois activé. Donc effectivement, donc on monte de manière beaucoup plus importante. Et là, donc ça fait jusqu'à un quart des besoins donc en énergie thermique. Si pour une base de 26 kW de besoins thermiques par port, si on est à 18, ça monte à 35. Voilà, donc pour conclure, donc, la méthanisation permet de produire de l'énergie qui pourrait être soit autoconsommée, soit vendue, ou l'un et l'autre, hein, si on est en cogénération par exemple. On peut l'imaginer donc soit avec des déchets sur un site existant, ou soit donc remodifier l'ensemble, sachant que donc il faudra faire du traitement sur du digestat, donc on va retrouver les mêmes procédés, hein, mais il y a quand même des adaptations techniques qui sont à faire. Ça s'adresse à des déchets organiques qui sont pas ou peu valorisés par ailleurs, hein, hormis des filières de compostage, donc avec peu de valeur ajoutée. Donc là, c'est d'un intérêt. Il n'est pas question de mettre des graisses à haute valeur ajoutée dans un méthaniseur. Économiquement, ça ne tient pas la route, et environnementalement parlant non plus. Alors donc le traitement du digestage, j'en ai parlé, hein, donc ça abat bien de la matière organique, mais pas les éléments NPK tel qu'on l'a dans le milieu agricole. Donc il y a un réel potentiel. La méthanisation permet de contribuer donc à une démarche d'économie circulaire et de réduire l'empreinte carbone de sa production. À savoir que l'IFIP met à disposition, donc il y a un lien, donc une base de données de 550 potentiels méthanogènes qui est téléchargeable gratuitement sur le site qui est prêté. Merci de votre attention. Merci Pascal. Bon, vous avez vu, c'est technique, mais c'est connu. Hein, Pascal a suffisamment étudié à la fois les procédés de méthanisation et les substances méthanogènes pour pouvoir prédire l'efficacité thermique et donc la rentabilité. Alors j'ai une question sur le chat. Connaît-on le potentiel méthanogène des os après broyage? Ou plutôt, les os sont-ils méthanisables? Non. Bon, réponse. Non. Si vous les mettez dans un méthaniseur, vous allez retrouver les minéraux en fond de fosse. C'est même une catastrophe. Vous allez combler votre ça va pas ressortir. Hein. Ça va s'accumuler dans le fond de fosse et puis on va faire du volume utile. Merci. Alors moi j'ai une question. J'ai vu donc les bouts NPK. Donc ça, NPK, c'est de l'engrais. NPK, alors il y a du N. On entend dire que l'azote minéral pour les engrais flambe aussi. Est-ce que ça a une valeur économique ou une valeur agronomique, cet engrais? Est-ce qu'il est chiffré? Le kilogramme d'azote minéral a été environ à toujours 1 euro pendant 20 ans. Et là, c'est vrai qu'il y a eu 2008 où on a eu une flambée du coût des engrais. C'est redescendu, ça remonte.
Moi, ce que j'entends dire, c'est que bon, l'engrais à pas cher, enfin, l'énergie à pas cher, hein, parce que du coup, c'est de l'énergie à la base, hein, c'est terminé. Et surtout, ça va être très, très volatile dans les années à venir. Alors, dans le domaine sur lequel je travaille, le traitement des effluents d'élevage, nous, ce que l'on observe, c'est que des procédés de traitement qui étaient destructifs avant, qui étaient destructifs, donc qui étaient d'un point de vue environnement qui n'était pas terrible, hein, mais qui étaient les plus économiquement intéressants, devraient se substituer à ces traitements des procédés plutôt conservatifs si le prix de l'engrais, effectivement, est durablement haut. Voilà, donc dans les procédés de traitement, notamment, ça devrait changer. Les procédés de traitement sont issus d'investissements ou de pratiques. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, ça nécessite de réinvestir sur les méthaniseurs ou c'est simplement changer de pratique? Oui, alors donc, j'en ai pas parlé, enfin, c'était marqué sur une des diapositives dans Bioémeraude d'énergie et Géotexia. Alors, dans Géotexia, 15 millions d'euros, 5 millions d'euros sur le traitement. Bioémeraude d'énergie, je crois que c'était 16 millions, dont 10 millions sur le traitement. Donc, alors là, c'est un peu alors c'est les procédés des unités de méthanisation industrielle de très grande ampleur et aussi, alors sans plan d'épandage, mais vous avez vu donc la facture de traitement des digestats, ça peut être pharaonique. Donc idéalement, c'est d'avoir du plan d'épandage. Et puis après, il y a toutes les situations intermédiaires. On peut envisager de la simple séparation de phase. Voilà, on a vraiment tous les cas de figure. Mais ça peut être très très coûteux. Ça peut vraiment réduire la rentabilité d'un projet de méthanisation. Donc aujourd'hui, malgré le prix de l'azote, on ne peut pas considérer que avoir de l'azote dans nos digestats, c'est un moyen économique de fertiliser les terres agricoles. Non, c'est la première source économique, ça va être l'épargne d'énergie, cette production d'énergie renouvelable. Il faut faire les choses très très simples, hein, donc, et ça va être effectivement le gain énergétique. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Merci, oui, bonjour, Pascal Pêche, Société Sapoval. Juste un commentaire par rapport à ce que vous avez précisé sur les matières graisseuses, une introduction en méthanisation. Sapoval est une entreprise qui travaille dans le domaine du traitement des effluents auprès des industriels et agro-industriels. On a travaillé, on est connu sur le sud-ouest pour les problématiques justement de traitement des matières graisseuses et notamment d'introduction dans les biologies, qu'elles soient aérobie ou anaérobie. Pour faciliter justement, alors la problématique des graisses, c'est qu'elles ne sont pas biodégradables à l'origine, effectivement, donc vous êtes obligé de les sortir du traitement d'eau, ce que vous faites avec les pré-traitements de type flottaison. Sapoval a travaillé en R&D sur ces types de problématiques-là. On a eu une R&D interne à un produit privé, on a travaillé auprès d'agro-industriels du secteur de l'Aveyron à l'origine pour ça. On a mis au point un système justement de pré-traitement de ces matières graisseuses-là par saponification, de manière à les rendre donc biodégradables et d'éviter toutes les difficultés contextuelles que vous avez évoquées, à savoir les problématiques de croûtage ou de moussage qu'on peut avoir dans les méthaniseurs parce que justement il y a de la lisse cellulaire. Donc on a travaillé sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on n'a pas mis d'unité de saponification en place dans le milieu de l'abattage et de la transformation. On le retrouve par contre aujourd'hui sur des collectivités, de type Limoges par exemple, qui a un méthaniseur après à la clé. Et l'idée, elle est bien là, c'est qu'en changeant la nature physique du produit, effectivement, vous arrivez à rendre non seulement ces produits-là, ces graisses qui sont difficilement manipulables, difficilement pompables, et qui engendrent des difficultés sur les méthaniseurs, à justement limiter, voire annuler ces problématiques-là. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'étant donné par la saponification, vous travaillez à milieu basique, vous évitez justement le stop inhibiteur de la réaction, et donc vous allez jusqu'au bout. Le complément à ça, c'est que comme les graisses sont préparées, bien entendu, vous avez une surproduction de biogaz qui est liée à cette préparation par saponification. D'où un gain énergétique dessus, effectivement, qui existe aussi. Donc on a des installations qui tournent sur cette typologie-là de problématiques d'effluents graisseux. À l'origine, ça a été fait pour le monde justement agro-industriel. Et progressivement pour nous, ça s'est détourné également sur le monde de la collectivité parce qu'elles y ont vu aussi un intérêt. Voilà, c'était le complément que je souhaitais ajouter.
Je retiens que ça facilite l'incorporation des graisses et ça améliore le rendement de fermentation. D'autres questions? Non. Donc, pour conclure, vous voyez, la méthanisation est connue, peut être intéressante selon les paramètres. Hein, la disponibilité du support de fermentation et puis le prix comparatif de l'énergie produite ou rachetée. Et la somme des équipements, hein, donc et en face des investissements. Voilà, donc c'est vraiment du cas par cas. En face des investissements, en face avec les aides, quand même, avec les aides qui existent toujours et qui seront même peut-être augmentées. Ok, bon, merci beaucoup.